Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce chapitre 11 concernant les entités organiques et on va s'intéresser dans cette fin de chapitre donc à une méthode permettant d'identifier les groupes caractéristiques et donc les familles auxquelles appartiennent les molécules. Alors pour commencer, voici une petite image qui vous fait penser à une expérience que vous avez sans doute réalisée. Quand vous humidifiez votre doigt et que vous le faites tourner sur le bord d'un verre, en cristal par exemple, ça marche très très bien, vous êtes capable de le faire vibrer, de le faire sonner, tout simplement parce que vous le mettez dans un état qu'on appelle un état de résonance. Le verre, il est sensible à des vibrations, à certaines vibrations en particulier, et quand on l'excite à cette vibration-là, il va se mettre à vibrer de manière beaucoup plus intense et produire un son. Si on l'excite avec une vibration différente, ça va moins bien marcher. Si votre doigt est moins humide, si vous tournez moins vite, plus vite, si vous appuyez plus fort, moins fort, peu importe, vous n'allez pas le faire vibrer de la même manière et il existe une fréquence bien particulière qui va amplifier le phénomène. Eh bien, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, les molécules, ce sont des objets entre guillemets comme les autres et comme un verre en cristal, il est capable de se mettre à résonner, à vibrer de manière plus forte lorsqu'on le soumet à une énergie bien particulière qui le caractérise. Alors concrètement, là on ne va pas aller gratouiller une molécule avec son doigt pour la faire vibrer, bien évidemment. Pour pouvoir apporter l'énergie qui va mettre en vibration la molécule, eh bien on va s'aider d'une onde électromagnétique telle que la lumière visible, sauf que celle-là, elle n'est pas visible, elle est légèrement moins énergétique. Il s'agit d'un rayonnement infrarouge. Donc les infrarouges, vous les situez, la lumière visible 400, 750 nanomètres environ. Les infrarouges sont au-delà des 750 nanomètres, un peu moins énergétiques, mais ils sont porteurs donc de cette énergie qui est caractéristique des liaisons à l'intérieur d'une molécule et qui est capable donc de faire vibrer la molécule d'une manière bien particulière. Alors quand on regarde cette molécule-là, on voit que elle possède des atomes bien évidemment, mais ce qui nous intéresse particulièrement avec cette technologie infrarouge, cette spectroscopie infrarouge, ce sont les liaisons entre les atomes. Et vous pouvez constater donc des liaisons, il y a des liaisons oxygène-carbone, des liaisons hydrogène-carbone, des liaisons oxygène-hydrogène, et il y a une liaison carbone-carbone-carbone. Il y a 4 types de liaisons différentes. Et donc en fonction de l'énergie du rayonnement infrarouge, eh bien, il y a certaines liaisons qui vont être plus sensibles que d'autres. On ne peut pas globaliser la molécule, et on ne peut pas dire qu'elle est sensible à une fréquence donnée, mais il va falloir distinguer liaison par liaison. Et qu'est-ce qui peut arriver aux liaisons quand on les soumet à un rayonnement infrarouge? Eh bien, pour faire simple, deux choses. Alors, c'est représenté ici sous la manière d'un ressort. Voilà les deux atomes, et ça, c'est ce qui symbolise la liaison. Et vous voyez donc un espacement, une oscillation longitudinale, c'est-à-dire que la distance entre les atomes peut légèrement varier sous l'effet de cette impulsion infrarouge. Ou bien, quand on regarde deux liaisons, elles forment un angle moyen, et bien, sous l'effet de ce rayonnement infrarouge, l'angle est capable d'être légèrement modifié, on peut avoir un cisaillement donc qui apparaît. Donc en fonction de la liaison, on va avoir la possibilité d'avoir une oscillation longitudinale ou de cisaillement qui va caractériser un type de liaison. Donc, dans le cas de la spectroscopie infrarouge, qu'est-ce qui va se passer? On va soumettre une molécule à tout un éventail de rayonnements infrarouges et on va constater que pour certaines longueurs d'onde, la molécule va absorber cette énergie et se mettre à vibrer davantage. Au contraire, pour d'autres rayonnements infrarouges, elle va être quasiment insensible. Et en fonction des résultats de tout ça, quand on les analyse, eh bien, vous allez le voir, on est capable d'en déduire des choses et notamment à quelle famille appartient la molécule. Alors, on va illustrer tout ça au travers d'exemples et je vais vous donc montrer à quoi ressemble un spectre infrarouge. Donc, vous avez ici le spectre qui est constitué de deux grandeurs, la transmittance, commençons par parler de cette grandeur-là qui est en ordonnée. La transmittance, exprimée en pourcentage, c'est une grandeur qui est complémentaire de l'absorbance, c'est-à-dire que si les rayonnements sont absorbés, ils ne sont pas transmis, s'ils sont transmis, ils ne sont pas absorbés, mais ça, dans la réalité, c'est pas binaire, c'est-à-dire que c'est pas 100%, 0%. Quand on regarde bien, par exemple, ce rayonnement-là, qui est caractérisé par une grandeur dont on parlera juste après, eh bien on voit qu'il est transmis à environ 65%, ça veut dire qu'il est absorbé à
35%. Et on va s'intéresser dans ce spectre à ce qu'on appelle des bandes d'absorption. Là, vous voyez, par exemple, un creux très très fort. La transmittance, elle n'est que de 15%, ça veut dire que 85% de ce rayonnement-là a été absorbé. On a une très forte bande d'absorption. Au niveau de l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on a une grandeur qui s'appelle le nombre d'ondes. Ce nombre d'ondes, exprimé en centimètres moins 1, donc l'inverse des centimètres, c'est une grandeur qui est l'inverse d'une distance, et précisément, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Je vous ai dit que les infrarouges, c'est au-delà des 750 nanomètres. Eh bien, le spectre n'est pas représenté en fonction de lambda, mais en fonction d'une grandeur qui est l'inverse de lambda. C'est pas très grave, on n'a pas vraiment besoin, en fait. Vous allez voir que c'est pas extrêmement utile de savoir comment on passe de l'un à l'autre finalement. Et donc, ce que l'on va regarder, c'est où se situent les bandes d'absorption et comment est-ce qu'on peut exploiter les absorptions que l'on voit apparaître. Donc, voilà le spectre et voilà un tableau de mesure auquel on va faire référence pour analyser le spectre. Donc si l'on regarde bien le spectre, je vous ai parlé de bandes d'absorption, il en existe un certain nombre, plus ou moins important, suivant les molécules analysées, mais il y a une bonne partie du spectre que l'on ne va pas chercher à analyser, tout simplement parce qu'elle est trop difficile à analyser. Ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule, c'est très très difficile à lire parce qu'on a des bandes qui sont extrêmement rapprochées, du coup qui sont difficilement identifiables et séparables les unes des autres, à moins d'avoir un œil très très aguerri, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas mon cas non plus. On ne va pas chercher à analyser cette partie-là. On va s'intéresser à tout ce qui se situe au-delà de 1500 cm-1, et vous voyez, autre particularité de ce spectre, c'est qu'il est gradué à l'envers par rapport à ce qu'on est habitué de voir, c'est-à-dire que les valeurs les plus petites sont à droite et on augmente vers la gauche. Ça, c'est dû au fait qu'on est sur des centimètres-1, l'inverse de centimètre, donc voilà. En termes d'orientation de l'axe, ça l'a retourné. Donc, si on accepte toutes ces bandes auxquelles on ne fait pas référence, eh bien, on va trouver deux principales bandes caractéristiques. Il y a évidemment celle-ci, donc une très forte absorption, à 3358 cm-1. Donc les valeurs ne seront pas toujours affichées comme vous le verrez sur le deuxième exemple. Et ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher dans le tableau qui est ici, à quelle liaison ça peut faire référence. Donc le 3358 cm-1, eh bien dans quel intervalle se situe-t-il? Eh bien il n'y a pas beaucoup de choix, c'est forcément cette ligne-là qui est repérée, c'est-à-dire que la liaison qui absorbe très très fortement ce rayonnement, c'est une liaison OH. Ensuite, vous retrouvez trois bandes relativement fines, très très proches les unes des autres, entre 2000, on va dire un peu moins de 2900 et un peu moins de 3000 cm-1. Donc trois bandes très très proches. Et ces trois bandes très très proches, eh bien en fait, on les retrouvera dans absolument toutes les molécules organiques, parce qu'une molécule organique, c'est une molécule qui contient du carbone, éventuellement des groupes caractéristiques, mais quoi qu'il arrive aussi des atomes d'hydrogène, un ou plusieurs atomes d'hydrogène. Donc il y a au moins quelques-unes liaisons CH, donc on appelle des liaisons CH-alcanes, qui font référence donc à la structure de l'alcane tout simple, sans groupe caractéristique. Et ces liaisons CH-alcanes, eh bien dans une molécule organique, on en a tout le temps. Donc ces bandes-là que l'on retrouve aux alentours des 3000 cm-1, légèrement inférieures, eh bien, caractérisent ces liaisons CH communes à toutes les molécules organiques. Et ce ne sont donc pas ces bandes-là qui vont nous permettre de reconnaître une molécule, puisqu'elles sont présentes tout le temps. C'est les autres qu'il va falloir regarder. Mais celles-ci, il faut quand même savoir les analyser et les interpréter. Donc, deuxième groupe de bandes caractéristiques, légèrement inférieures à 3000 cm-1. Et c'est tout. Dans cet exemple-là, il n'y a rien d'autre. Donc, on a en gros une base d'alcane, on va dire, avec des liaisons CH. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une liaison OH. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce qui pourrait représenter
ce spectre-là, eh bien, parmi ce qu'on a vu dans les différentes familles, ça peut être un alcool. C'est probablement un alcool. Et on ne peut pas en dire plus. Je ne sais pas combien il y a d'atomes de carbone, je ne sais pas non plus où est le groupe hydroxyle, mais je sais que c'est un alcool. Deuxième exemple, voilà donc un deuxième spectre. Là, vous voyez que les bandes ne sont pas, enfin les nombres d'ondes des bandes ne sont pas indiqués, donc il faut faire une lecture la plus précise possible. On va éliminer, ne pas s'intéresser donc à l'empreinte digitale de la molécule, et on va reconnaître quelques bandes bien caractéristiques. Alors il y a notamment celle-là, qui se situe aux alentours des 1700, légèrement supérieure à 1700 cm-1. Donc si je regarde mon tableau de données, 1700 cm-1, ça correspond à une double liaison carbone-oxygène. Le problème, c'est que je ne sais pas encore dans quelle famille je me situe. Une double liaison CO, ça peut être un aldéhyde, ça peut être une cétone, ça peut être un acide carboxylique. Donc il va falloir regarder le reste du spectre pour pouvoir différencier. Là, on a une bande qui est extrêmement large, qui est centrée aux alentours des 3000 cm-1. Et on peut constater aussi l'âge légèrement inférieur à 3000 cm-1 des petites bosses qui pourraient correspondre à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont toujours présentes dans les molécules organiques. C'est les liaisons CH-alcanes. Donc là, elles sont complètement masquées, mais on les voit un tout petit peu. Ce sont des bandes caractéristiques, donc CH. Pour autant, c'est pas elles qui justifient cette extrême largeur de la bande, puisque bon, c'est écrit plusieurs bandes, on ne nous indique pas la largeur, mais ce sont des bandes qui sont relativement fines. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette énorme bande extrêmement large? Eh bien, regardons. À peu près aux alentours des 3000 cm-1, ça pourrait tout à fait correspondre à cet intervalle-là. Celui-là, bon, si on n'est pas trop regardant, pourquoi pas, 3200, 3400, c'est là-dedans. Donc oui, la bande, elle est bien présente, mais elle est plutôt centrée aux alentours des 3000. Alors dans un premier temps, j'ai pas trop cherché à différencier. Si je regarde de manière globale, ça pourrait être tout ça. Et maintenant que j'ai identifier les différentes bandes, eh bien, il faut que je mette en cohérence mes deux résultats pour trouver la famille à laquelle appartient la molécule. Et donc, on sait qu'il y a une double liaison carbone-oxygène, donc aldéhyde cétone ou acide carboxylique, mais on sait aussi qu'il y a une liaison OH. Et on ne vous tendra pas de piège en vous proposant des molécules qui contiennent plusieurs groupes caractéristiques. Là, vous commencez cette technique-là, donc c'est une molécule, un groupe caractéristique, une famille. Donc si on combine les deux bandes observées, eh bien on tombe obligatoirement sur la double liaison carbone-oxygène acide carboxylique combinée avec la liaison OH de l'acide carboxylique. Donc très vraisemblablement, la molécule ici est un acide carboxylique. Alors, il existe d'autres technologies, d'autres types de spectroscopie qui permettent de trouver par exemple la masse molaire d'une molécule qui va donc nous permettre d'accéder à sa formule brute. La technologie infrarouge nous donne la famille à laquelle appartient la molécule, et puis il existe une autre technique qui s'appelle la RMN qui elle nous permettra d'avoir une idée du squelette carboné, la position des atomes d'hydrogène. Donc quand on combine toutes ces techniques-là, on arrive à bien pouvoir déterminer la tête de la molécule. La seule chose que vous avez à savoir faire cette année, c'est utiliser un spectre infrarouge et ainsi dire la molécule étudiée appartient à telle ou telle famille, et c'est tout. Voilà donc pour ce chapitre 11, et on se retrouve très vite pour des applications.